Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Antoine Chalifour. Alors, Antoine, tu es développeur freelance et tu es cofondateur de Géco Social. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de cet outil que tu développes? Avec plaisir. Bah déjà, merci Arthur pour l'invitation. J'ai regardé les autres podcasts et j'espère être à la hauteur. C'est hyper intéressant. Alors moi, ouais, Antoine, j'ai 31 ans, je suis développeur freelance, développeur depuis pas mal de temps, puisque moi j'ai découvert le code quand j'étais ado, sur les forums Pokémon, customisés sur PHP, etc. J'ai toujours été un peu en mode side project, créer des petites choses, et donc là, j'ai enfin un projet que j'ai réussi à vendre. Bon, il paye pas encore la piscine, mais c'est le début, quoi. Qui est donc Géco-Social, en effet. Et donc, c'est une plateforme pour programmer, publier, concevoir ses posts sur les différentes plateformes, différents réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Facebook, Instagram et X, Twitter. Voilà. Il y a plein d'autres plateformes qui font ça. On essaie d'avoir une approche un peu différente, une ergonomie un peu plus sympa. Je pense qu'on pourra en parler un peu après du processus qui nous a mené à créer cette plateforme avec mon associé, puisqu'on est deux. Voilà. Si tu as besoin d'autres informations pour cette intro, dis-moi. J'ai hâte qu'on en parle. Effectivement, on en parlera parce que dans la construction de Géco Social, tu as plein d'aspects super intéressants, que ce soit sur la partie vraiment, on va dire, développement du produit, mais comment tu le vends. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que tu le fais en building public. Et donc, c'est quand même enfin, je sais que je suis aussi utilisateur de cette application et je trouve ça, trop intéressant, tu vois, de le voir véritablement les features qui sortent au fur et à mesure et de le voir évoluer comme ça, c'est quelque chose en tout cas que j'aime beaucoup et il est très simple à prendre en main donc ouais, j'ai hâte qu'on en parle après. Merci. Hem, Qu'est-ce qui t'a motivé, donc toi et ton associé, justement à créer Géco Social? Parce que est-ce que tu avais cette volonté déjà de de le commercialiser? Est-ce que peut-être que c'était un side project, où tu savais pour t'entraîner ou pour tester de nouvelles choses? C'est quoi en fait son origine un peu? Alors, son origine, c'est l'anti-startup. C'est à la base, donc mon associé et compagne est donc présidente d'une association culturelle qui organise des concerts, des conférences. Et donc, bon, c'est typique de l'événementiel. Il y a des événements, il faut les promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle passait énormément de temps à faire du copier-coller d'Instagram vers Facebook, vers Twitter, à supprimer des caractères sur Twitter, poster sur LinkedIn, etc. Euh, Retrouver les images à chaque fois. Donc, au début, elle m'a demandé, je suis développeur, est-ce que je peux pas lui faire un petit tool pour qu'elle ait à saisir son texte une seule fois et l'envoyer un peu partout, quoi. Et donc, en tant que développeur qui aime le code, instantanément, je me suis lancé là-dedans. Je lui ai fait une petite plateforme et qui marchait pas trop mal. Et puis en creusant avec son entourage, qui était principalement des musiciens. Donc les musiciens, c'est pareil, ils ont les mêmes problématiques. Ils ont besoin de promouvoir leur tournée, leur sortie CD, entretenir un peu une vie sur les réseaux. Alors, il y a certains qui ont des agents pour faire ça. On s'est rendu compte que c'était une activité qui était hyper importante pour eux, mais qui était hyper chronophage et qui prenait beaucoup de temps et qu'ils n'aimaient pas forcément le faire. Parce que chaque plateforme a son interface. Ils sont pas hyper fans, notamment de Facebook, parce qu'ils utilisent beaucoup Facebook. Et donc, voilà, il y en a beaucoup qui avaient essayé d'autres outils. Évidemment, il y a plein d'outils sur ce marché-là. On pourra en reparler. Ou de suite, Buffer, ils sont là depuis 10-15 ans, quoi. C'est vraiment quelque chose Mmh. qui existe. Le marché existe depuis longtemps, quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces publics-là, alors il y a deux cas de configuration. Soit ils en ont jamais entendu parler de ces outils-là, soit ils en ont entendu parler, les ont essayés, ils ont fait une réaction allergique à l'ergonomie. Et parce que c'est des outils qui, pour certains, sont destinés directement aux pros de la com, aux community managers, etc. Et donc, il y a du jargon, il y a des interfaces qui sont pas forcément simples. Et donc, quand on leur a dit, on a fait ce petit tool euh, pour cet assaut, est-ce que vous voulez essayer? C'était content, et c'était nos premiers utilisateurs, en fait. Donc voilà, c'est parti de ça. Euh, on a entendu beaucoup de retours de problèmes d'ergonomie, et puis on s'est dit, bon, ben, on va essayer de construire quelque chose autour de l'aspect simple et outils de productivité, etc. On essaye un peu de retrouver du plaisir à faire sa communication sur les réseaux.
C'est des retours qu'on a entendus, donc on est content de voir que ce qu'on avait comme ambition, on l'a comme retour utilisateur, ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est intéressant du coup, c'est que il y avait déjà des outils existants, mais en fait, c'est plutôt qu'ils s'adressaient à une autre cible qui était plus experte Mm. là-dedans, donc c'était vraiment le cœur du métier. Ouais, Et du coup, au final, tu avais pas trop de solutions pour des personnes qui avaient besoin d'en faire, mais derrière, qui avaient peut-être pas le même bagage ou c'était pas vraiment l'expertise au final. exactement. Bah, quelqu'un qui est payé pour produire du contenu, donc en gros, Mhm. il est payé pour être sur Outsuite ou Buffer toute la journée. Bah, peut-être que l'outil lui convient en fait. Pas Ok. besoin d'autre chose. Par exemple, nous, enfin, on utilise souvent cette métaphore. C'est pas nous qui l'avons inventée, c'est les musiciens, mais en gros, ils nous ont dit, ils font leur com quand ils sont aux toilettes, quoi. Mhm. Donc ils ont vraiment pas le temps pour dompter une plateforme qui est complexe avec beaucoup de fonctionnalités qui sont spécifiques à un certain métier, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, du coup, ce qui est marrant, c'est que on se fait une idée d'une certaine cible, puis elle évolue au fil du temps, pour en Mhm. reparler, parce qu'au final, on en a des utilisateurs comme ça, mais c'est pas ceux qui ont le plus d'argent, c'est pas ceux qui sont prêts à payer pour un outil. Donc au final, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de LinkedIn des gens comme toi, hein, ou des développeurs freelance, des formateurs, des gens qui ont besoin d'un personal branding assez fort et qui ont besoin d'un outil, enfin peut-être qu'ils sont habitués à une certaine expérience aussi avec Notion, Linear, des outils un peu fluides avec des raccourcis et tout. Euh, c'est quelque chose qu'ils aiment bien retrouver aussi dans la production de contenu. Il y en a beaucoup qui préparent leur post sur Notion. Donc il y a aussi ces gens-là qui commencent à arriver sur l'outil. Et pour le coup, c'est un public qui est un peu plus intéressant pour nous, quoi. Et t'as vu, enfin, je dis toi, mais du coup, c'est toi et ta compagne, vous avez rapidement vu du coup ce changement, on va dire, peut-être pas de changement, mais du coup, cette différence au niveau des cibles avec lesquelles vous pouviez interagir, ou c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui vient au bout de combien de temps à peu près? Eh bien, alors, le projet, il remonte, donc ce petit tool, là, j'ai commencé à le coder il y a 2 ans. Donc, c'est long dans l'histoire d'une startup, mais c'est pas long dans l'histoire du produit parce qu'au début, voilà, j'étais salarié, elle était salariée, donc le temps qu'on avait, il était très limité, on va dire. Et donc, on a passé beaucoup de temps à essayer de se dire, bon, il y a des outils comme HelloAsso, etc. Donc, il y a sûrement des besoins autour du monde associatif, des artistes, etc. Mais en fait, c'est des gens qui ont toujours quelque chose d'autre à faire. Donc, au final, moi, j'ai commencé à m'en servir pour publier sur LinkedIn parce que je m'étais dit, je vais passer freelance, etc. Et j'ai commencé à en parler. Et donc, en fait, j'ai attiré les gens aussi de mon réseau quand j'ai commencé à en parler. Donc, ça a fait venir, à un certain Mhm. moment, quand on s'est mis à en parler sur LinkedIn, ça fait venir des gens qui s'en servent pour LinkedIn et qui a un public différent. Donc, voilà, je pense, en gros, ça date de janvier, quelque chose comme ça. Ok, oui, c'est quand même assez récent, ouais. Ouais. Mais en proportion, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avant, quoi. Oui. Et du coup, tu dis que tu voulais te servir de cet outil parce que tu allais passer freelance. Alors, est-ce que tu as voulu passer freelance justement pour avoir plus de temps pour travailler sur cet outil, ou est-ce que les deux sont totalement décorrélés et c'est juste venu au même moment? Bah, c'est un projet en fait. T'as, t'as un produit qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de passer de plus en plus de temps, le développer, etc. Donc, il faut trouver des ressources. Donc, je me suis dit, passer freelance, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Donc, j'ai essayé d'allier les deux. De Mhm. toute façon, quand tu es freelance, tu as besoin, enfin, à mon avis, de communiquer un peu sur ton expertise, ton offre, etc. Donc, je me suis dit, j'ai déjà l'outil, je vais continuer de le développer pour les gens comme moi et, et aussi pour le public initial. Et puis on va essayer de faire quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est les deux, développer parce que je suis freelance et parce que je suis freelance, j'en ai besoin aussi, quoi. Ouais. Autant joindre l'utile à l'agréable. Et si en plus tu peux bosser sur un Ouais, outil comme ça que tu vas utiliser tout le temps, c'est ouais, sûr que c'est c'est clair. de plus intéressant. Ouais. Et est-ce que du coup, comment ça se passe quand tu développes un outil, mais au final, tu es toi-même le client? Est-ce Ouais, que tu vois, t'es pas, j'imagine que tu as un peu tous les rôles, tu vois? Il faut que tu sois développeur, il faut que tu ouais. fasses un peu de marketing, il faut que tu sois aussi un peu PO. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être, tu pas un peu schizophrène, tu vois, des fois, à devoir switcher comme Ouais. ça d'un à l'autre et de prendre bien tout le contexte qu'il faut, quoi? Comment tu fais? Alors, bah, du coup, ouais, en effet, tu as raison, il y a beaucoup de casquettes et heureusement, il y a 2 têtes pour les porter, du coup, ouais, avec mon associé et compagne. Ouais, dans les trucs qu'on a identifié un peu, nous, il y a, bon, évidemment, il y a une partie dev, il y a la partie un peu entretien utilisateur, construction du produit, imaginer les workflows, entretien utilisateur.
La partie également communication marketing, les ads, je sais pas si on fait la liaison. La partie un peu communauté, la partie, enfin c'est tout bête, mais la partie c'est une entreprise, donc il y a de la gestion à faire, Mmh. de l'administratif quoi. Puis la partie maquettage, UX/UI, ouais, ça fait beaucoup de boulot. Après, tu vois, je pense que quand t'es solo, ça doit être vraiment vraiment dur quoi. À mon avis, Mmh. t'as des journées bien remplies. Quand t'es deux, mine de rien, tu peux créer un peu une synergie, te répartir certaines choses, collaborer sur d'autres, challenger un peu, et puis quand il y en a un qui a un peu un coup de motive et tout, ben, l'autre est là pour relancer. Donc franchement, les deux, c'est assez confortable quand t'as autant de casquettes à porter. Et Mmh. après, enfin, bon, c'est un peu bête dit comme ça, mais quand c'est ton projet, euh, ton implication, elle est hyper forte et tu vois pas de limite à, tu sais, il faut faire un truc, faut le faire, tu vois. Donc, c'est pas genre, on m'a assigné une tâche et puis je me débrouille pour la sortir, tu vois. C'est genre, il faut que ça avance. Donc, ben, tout ce qu'il y a à faire, on le fait, même si c'est pas très agréable. Et du coup, c'est pour ça que on arrive à avancer malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, ça t'impacte directement au final, donc tu Ouais, peut-être moins regardant sur le temps que tu as passé ou et puis c'est plus stimulant j'imagine si c'est ouais. enfin, tu toi qui es concerné directement, quoi. Si en plus tu t'en sers et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus intéressant. Ouais, et puis la chance, tu vois, qu'on a, c'est que on essaye d'être très proche des utilisateurs. Quand il y a des Mmh. gens, bon, quand il y a des gens qui créent un compte et qu'on voit ils n'ont jamais publié ni dev ni d'Adam sur LinkedIn, on se dit bon, bah, c'est des petits curieux, voilà, tu vois. Et quand il y en a, on voit qu'ils ont quelques abonnés, ils ont depuis quelques mois des habitudes de publier et tout. On s'intéresse de très près à leur activité, ce qu'ils font. On va leur demander proactivement est-ce qu'ils ont des retours, essayer de voir un peu quelles features pourraient manquer pour bah, que leur workflow soit particulièrement adapté à leurs besoins. Et au final, tu vois, ça nous permet un peu de recueillir des infos. Il y a plein de choses, c'est Mmh. des intuitions qu'on avait, mais quand c'est des utilisateurs qui formulent un peu le besoin, ça te permet bah, soit de confirmer, soit d'infirmer d'ailleurs euh, les, les intuitions que tu avais. Et c'est hyper intéressant et motivant quand tu te dis, ah ouais, ça je l'avais flairé, et puis on nous le remonte, ça fait la quatrième fois aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment cool. Ouais. Enfin, il y a vraiment un truc hyper motivant dans le truc d'avancer et tu sais, c'est un peu un casse-tête permanent, quoi. Et c'est hyper intéressant, quoi. C'est vrai que niveau réactivité, je me souviens que, bah, un jour j'étais en train de préparer un post comme ça et genre j'étais parti vraiment 5-10 minutes et peut-être qu'il y a un problème de je sais pas, de rafraîchissement de données ou un truc comme ça. Et genre, quand je reviens, je vois que tu m'envoies un message sur LinkedIn: «Ouais Arthur, j'ai vu que tu avais un problème et tout». Enfin, genre, tu es vraiment hyper réactif par rapport au aux problèmes comme Ouais. ça que j'ai pas identifié. Je me suis dit: «Ah ouais, il est chaud quand même» parce qu'il suit vraiment le truc de très, très près et c'est vrai que c'est même d'avoir ce contact en fait, je trouve ça trop bien parce que derrière moi je dirais ça en tant qu'utilisateur, tu te sens beaucoup plus, même investi, tu vois? Et typiquement, si jamais j'ai je sais pas, des idées de fonctionnalités ou des choses qui pourraient me servir, je vais, je pense, beaucoup plus oser Mm. venir vers toi pour t'en parler, alors que dans des gros outils avec des grosses productions où je me tiens, il y a déjà plein de personnes, je pense que ça me passerait même pas par la tête, tu vois? Donc ce Ouais. côté que tu sois vraiment proche des utilisateurs, je trouve que c'est enfin même, tu vois, de côté utilisateur, je trouve que ça apporte énormément de valeur et même plus de confiance dans l'outil. Donc c'est vraiment agréable aussi. Ouais, c'est cool. Bah, merci pour le retour parce que c'est quelque chose. Non, mais c'est bête, mais c'est ultra important pour nous parce que on a une idée de. Enfin, tu sais, quand t'as quelqu'un qui utilise un service, c'est hyper important qu'il soit satisfait. Tu vois. Enfin, Mmh. ouais, je trouve qu'on vit beaucoup aujourd'hui dans notre monde avec des expériences numériques hyper dégradées. Tu vois. Mmh. Tu vas sur, je sais pas moi, Amélie ou bon, les impôts encore ça va. Enfin, ça dépend des pages. Ou plein de sites faits par des prestataires un peu low cost entre guillemets. Et Mmh. je me dis, il y a un vrai coût à l'énergie perdue, la frustration des utilisateurs. Il y en a qui font même plus les démarches, qui font même plus valoir leurs droits sur certaines Ouais. plateformes parce qu'ils savent que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des bugs, etc. Et nous, on n'a pas envie de participer à ça, tu vois. Et c'est lié à la première parce que elle est dans plein d'assauts et elle utilise plein de services publics et plein de services spécifiques qui sont développés un peu à l'arrache et c'est dommage, tu vois. Donc pour nous, c'est un peu la honte quand il y a un bug, on va dire. Et donc on va rapidement essayer de mettre en place. Déjà, on a mis directement en place pas mal d'outils Mmh. pour monitorer tout ça. Tu vois, que ce soit genre Sentry pour les bugs, ELK de côté un peu code et tout pour monitorer bah, les taux d'erreur, quels utilisateurs a été impacté,
Et puis essayer de corréler ça entre eux. On a aussi Postog pour les analytics, voir un peu s'il y a des éléments d'interface qui sont pas compris, tu vois, s'il y a des clics à côté des boutons, je sais pas quoi. Et, euh, pour nous, c'est important d'avoir mis ça en place parce que ça nous permet vraiment de comprendre et d'oser changer le produit et quand on voit qu'il y a un problème, soit de technique, soit de compréhension, soit de workflow, quoi. Donc voilà, je dis pas que tout est parfait, on a encore pas mal de choses à faire, mais, euh, mais en tout cas, c'est important pour nous, quoi. Et ce qui est hyper bien, alors soit on a de la chance, soit tous les utilisateurs sont comme ça. Il y a vraiment un truc où les gens, quand tu vas leur parler, quand tu fais du building public, tu montes ton produit, tu vas parler aux gens, ils sont, enfin moi ça m'est jamais arrivé de me prendre un taquet, tu vois. Les Mmh. gens, à chaque fois, ils sont hyper contents de tester l'outil, de faire des retours, de dire, ah ouais, après, tu dis, voilà, 2 semaines après, tu as sorti la feature, tu dis, remercie telle personne. Ils sont là, ouais, trop cool d'avoir un truc réactif comme ça. Mais en vrai, ce qui est trop cool, c'est d'avoir eu l'interaction et des utilisateurs qui te remontent directement les choses intéressantes, quoi. Et voilà, moi, rien que pour ça, je suis hyper content d'avoir commencé à communiquer sur LinkedIn là-dessus parce que c'est une valeur infinie, ce genre de retour, quoi. Ouais, ça t'aide directement pour, améliorer encore l'outil. C'est vrai que je pense que de manière générale, quand on crée du contenu au début, ça peut faire peur parce qu'on est peut-être pas habitué et enfin, je sais que moi, avant de publier sur LinkedIn ou même sur YouTube, je me disais: «Ah ouais, je vais être jugé», en fait, et de Mm. manière générale, tu vois, je pense ça dépend aussi le ton que tu vas adopter, mais si t'as pas des positions qui sont, super clivantes et que tu es là, un peu en mode exploration, en mode: «Bah, tiens, voilà ce que je fais et ça peut te servir», bah, je trouve que, les gens sont super bienveillants au final. Parce qu'ils en fait, Mm. ils auraient pas de raison de réagir, négativement parce que Mm. tu leur apportes de la valeur gratuitement, quoi. Donc c'est Oui, tout le monde est gagnant, quoi. et puis même, enfin après, je pense qu'il y a, moi, c'est un truc que j'ai compris il y a pas très très longtemps, tu vois. Et quand tu postes un peu des choses, même tu peux aller un peu sur du clivant sur les réseaux sociaux, tu vois, ça fait un peu réagir, ça lance des discussions et tout. Bon, c'est sûr que tu vas te prendre un ou deux commentaires pas hyper sympas, mais moi, j'ai ma manière de voir ce genre de commentaires, elle a vachement changé. Maintenant, je me dis, les gens, ils commentent aussi pour comment dire, dégager une image, tu vois. Enfin, Mmh. le commentaire, alors il y a le commentaire qui encourage, c'est que tu as envie d'être associé à l'idée, au projet, à l'énergie, à la bonne vibe un peu, tu vois. Mmh mh. Puis des fois, tu as des commentaires qui sortent de nulle part, où tu te fais défoncer, quoi. Et ben moi, maintenant, je me dis, putain, le pauvre gars, il a pris du temps pour écrire ça. Bon, évidemment, c'est des mecs qui font ça, tu vois. Mais tu vois, ça en dit beaucoup, je trouve, sur la personne. Enfin, les Mmh. commentaires en disent plus sur la personne qui les écrit que sur le post en question, quoi. Parce qu'il y a des manières hyper positives de faire un retour sur peut-être une information qui a été donnée dans le post qui était erronée ou quoi. Mais Mmh. à partir du moment où tu es dans la méchanceté, et dans l'agressivité, pour moi, c'est que ouais, le problème avec la personne et pas avec le contenu, tu Ouais, bien sûr, au niveau de l'intention qui est derrière, vois. Ouais. ouais. C'est vrai que c'est important d'avoir conscience parce que sinon on peut peut-être prendre les choses à cœur et ça permet de prendre un peu plus de recul et de se dire: «Bon, bah, à la limite, c'est il a dû Ouais. passer une mauvaise journée» Ouais, c'est et juste ça. de couler sur le commentaire, quoi. Mais tu vois, une fois qu'on a compris ça, genre montrer le produit, c'est devenu hyper facile, tu vois. De toute Mmh mh. façon, tu te dis, bah, je vais montrer le produit, les vidéos dans 48 heures, LinkedIn l'a fait disparaître. Donc Ouais. c'est pas très risqué. Dès qu'on monte le produit, on a des nouveaux inscrits. Dès qu'on monte le produit, on a des retours constructifs. On a des gens qui trouvent ça joli, etc. Donc tu vois, ça te permet aussi de te mettre en confiance. Mmh mh. Et au final, à partir du moment où tu arrives à te dire, je veux produire un truc et puis que ce soit positif ou négatif, tu sais, t'as un retour sur ce que tu as montré, c'est hyper intéressant en fait. Et moi, je me souviens, premier post que j'ai fait sur cet outil-là, sur Gecko, c'était un dimanche soir à 23h45. J'étais en mode, tu sais, parce que je postais déjà des petits tips de code, genre comment faire ceci de manière accessible, ou, etc., etc. Et là, je m'étais dit, bon, ben, j'ai parlé un peu du produit dans certains tips. Je vais essayer de faire un post vraiment focus sur le produit, tu vois. Et j'avais passé le week-end à intégrer GPT-4 pour faire la boîte à idées, là. Et j'avais juste mis un screenshot, mais fait à l'arrache et tout, avec vite fait à quoi ça sert. Et un dimanche soir à 23h, il y avait plein de gens, ils étaient en mode ah super intéressant l'idée et tout. Je me dis ok, il y a aussi du contenu qui intéresse quand c'est pas Mmh. directement un post instructif, tu vois. Et Ouais. c'est génial en vrai quand tu crées des SaaS, des produits et tout, c'est ouf quoi. C'est que j'avais entendu que en fait, très souvent, quand tu as des gens qui vont créer du contenu, alors forcément, je pense surtout au début, les gens vont te, suivre par rapport au contenu que tu apportes, mais passer un certain palier au final et quand tu as déjà, fait quelques publications, quelques contenus, c'est aussi pour qui tu es plutôt que pour ce que tu fais.
Et si du Ouais. coup, effectivement, tu as une image comme ça où tu partages, que ça soit d'un contenu technique ou alors des problématiques que tu as rencontrées pour faire Mmh. ton outil ou pour quoi que ce soit, mais je pense que c'est ça ce qui donne envie aux gens de te suivre et de t'encourager parce que c'est cool ce que tu fais, tu vois? Et même si derrière tu as pas forcément toujours un truc, technique ou que tu as un contenu qui est un peu différent et que c'est peut-être plus pour du soutien, passer un moment, tu vois, que pour vraiment de l'apprentissage, des choses comme ça. Ouais. Donc Ouais, ouais, c'est mais et c'est là que tu vois le côté, positif des réseaux sociaux que mmh. tu vois rarement quand tu lis les commentaires YouTube ou enfin, ça dépend, tu vois? Mais moi, j'avais jamais envisagé que ça pouvait en fait, je comprenais pas les raisons sociales dans le réseau social, tu vois? Mmh. Et il y a vraiment ce truc maintenant où, il y a des gens, moi je les connais pas en vrai, tu vois? Mais je connais leurs opinions, je sais comment ils parlent, Mmh. et l'impact qu'ils peuvent avoir et puis, ça crée des discussions et tout et c'est hyper intéressant. Donc, ouais, franchement, au bout d'un moment, ouais, peut-être que les gens, te suivent, pour du coup, qui tu es plutôt que ce que tu produis. Mais en tout cas, moi j'ai quand même, l'aspect négatif de ce truc-là, c'est que j'ai fait pas mal d'abonnés sur des posts, instructifs, tu vois? HTML, Mmh. JS et cetera. Et du coup, j'ai intégré au départ, j'en faisais, 2 par jour, puis, 4 2 par semaine, pardon, puis 4 Mmh. par semaine. Puis j'ai intégré dans ça aussi, mon produit, les features que je suis en train de développer, les problématiques qu'on a identifiées et cetera. Et heu et je me dis aussi, bah, les gens qui étaient là pour, autre chose à la base, bah, du coup, peut-être qu'ils sont perdus Mmh. et peut-être qu'ils sont déçus et tu vois? Et du coup, tu construis pas forcément aussi une audience hyper, heu, qualifiée d'un point de vue «business» entre Mmh. guillemets. Mais bon, en vrai, c'est pas comment dire? Moi, ça me dérange pas, tu vois? Ouais, ouais. Puis de toute façon, tu apportes de la valeur gratuitement donc Oui, les enfin, tu vois, tu donnes donc c'est un peu qui prend, les gens viennent chercher ce qu'ils veulent et tu as quand même beaucoup de valeur, hein. Et tu vois, c'est quand même intéressant parce que donc tu as commencé par des contenus donc techniques. Maintenant, tu dis que tu as un peu changé d'audience et tu partages plus effectivement sur Gécosocial. Tu as beaucoup de retours, donc c'est effectivement que ce soit des feedbacks qui soient, positifs ou négatifs, je pense que c'est toujours très constructif. Comment est-ce que, du coup, vous faites avec Célia pour, je pense que c'est peut-être dangereux de prendre mmh, tous les retours et ouais, justement, comment est-ce que vous faites pour dire: «Ah ouais, ça, ce retour est intéressant» ou peut-être que lui: «Ah non, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment là où on veut aller»? Parce ouais. que, quand tu déjà, je pense que c'est super, bénéfique, mais il y a peut-être une limite Ouais, parce qu'au ouais, bout bien d'un moment, sûr. tu peux te retrouver à t'éparpiller et au final, Bien à sûr, perdre bien du sûr. temps ou même avoir un produit qui est peut-être plus qui peut prêter à confusion parce que tu as plein de features qui vont graviter autour et faire un peu de bruit, Ouais. quoi. Non, c'est sûr. Nous, ça nous arrive, assez souvent. Notamment, en ce moment, on a des retours sur, comment intégrer la prospection dans l'outil, tu vois? Ce qui est pas du tout une des problématiques qu'on voulait traiter à la base. Et même même si tu mets de côté les problématiques, satellites, la production de contenu, il y a quand même des use cases hyper spécifiques dans la production de contenu. Et quand ils nous sont remontés, bah, tu sais, ce qu'on fait à chaque fois, c'est on copie-colle le message ou le screenshot, tu vois? Et on met tout ça dans des tickets, on utilise Linear pour s'organiser, mais c'est vraiment, enfin, en vrai, on n'en aurait pas spécialement besoin, mais c'est juste histoire d'avoir enfin, de pas louper de trucs, tu vois. Et tous les retours, on les met là-dedans. Et en fait, quand on a un peu de temps, tu sais, quand pas envie de coder, pas envie de faire un peu de com et tout, on se pose tous les deux, on regarde un peu les retours, on regarde, est-ce que dans l'approche, tu vois, est-ce que genre d'une manière un peu déconnectée de ce qui est écrit littéralement. Est-ce que ça résonne avec quelque chose, une fonctionnalité qu'on avait imaginée? Est-ce qu'il y a différents retours qui se ressemblent et que tu peux extraire un peu, tu sais, genre factoriser les retours, entre guillemets, pour essayer de voir quel est le vrai besoin dans le fond, tu vois? Et, euh, et après, il faut catégoriser aussi, tu vois, quand c'est un bug, nous, ça passe direct. Tu vois, c'est genre, c'est pas possible de laisser une semaine un bug sur l'appli. Voilà. Quand c'est un truc qui nuit au workflow global, tu vois, je pense qu'il y a une utilisatrice, elle fait beaucoup de carousels et c'était pas, enfin la manière dont on a construit l'outil, c'était le nom du fichier .pdf qui faisait le titre du carrousel sur LinkedIn. Ce qui fait qu'elle avait des posts magnifiques avec des carousels magnifiques, tu vois, tout le monde le disait, et il y avait marqué genre nouveau carrousel.pdf. Et c'est trop dommage parce que c'est juste, tu vois, si on lui avait dit, by the way, ça termine par PDF, faudrait peut-être que tu changes le nom pour avoir genre optimiser votre landing page ou un truc comme ça, tu vois. Et le post aurait été encore mieux alors qu'il est déjà incroyable.
Et du coup, ça, on s'est dit, c'est trop dommage que nos users ils s'en soient pas rendus compte, enfin, de notre faute, tu vois. Donc ça part tout de suite aussi, tu vois. Quand c'est des choses qui servent, que c'est applicable immédiatement, on le prend. Et puis le reste, on catégorise un peu par une grande thématique. Et on essaie de voir, selon les tendances du moment, s'il y a plus de demandes vers cette catégorie-là ou celle-ci. Et puis on priorise là-dedans. Et on essaye de pas, c'est de pas trop mélanger les features les unes avec les autres, de manière à ce que si c'est un gros flop et que ça marche pas, on puisse le débrancher facilement, tu vois. Typiquement, la gestion des commentaires, on n'a pas trop envie de le coupler à la production de contenu parce que t'as beaucoup d'intégration avec, enfin, t'as encore plus d'intégration avec les systèmes, enfin, les API. C'est très instable, ça change beaucoup et on n'a pas envie que ça soit vraiment tout mélangé avec la gestion des postes parce que sinon ça devient très compliqué à faire évoluer dans un côté ou de l'autre, tu vois. Voilà, on essaie de construire des trucs un peu verticales en fonction de la demande et on essaie d'extraire un peu l'essence des retours. C'est ça notre stratégie. Et du coup, j'imagine que puisque tu veux découper un peu fonctionnellement, bon, peut-être qu'on pourra parler un peu de la partie tech plus tard, mais j'imagine que ça doit aussi avoir un impact, tu vois, sur la façon dont tu as architecturé ton application, dont vraiment au niveau du code aussi. Donc au final, c'est important d'avoir Ouais, ce découpage fonctionnel parce que j'imagine que surtout quand c'est ton produit comme ça, que tu as entièrement la main dessus, euh, t'es d'autant plus vigilant à bien découper ça, quoi. ouais, complètement. Bah, ouais, il y a plein de notions qui se recoupent, mais ça veut pas dire que d'un point de vue code, c'est exactement la même chose, tu vois. Typiquement, la programmation du premier commentaire et la gestion, le module de gestion des commentaires, il y a le mot commentaire dedans, mais ça n'a rien à voir, tu vois. À part, en effet, le connecteur final qui va faire le push sur l'API de LinkedIn, qui est peut-être du code partagé, tu vois. Mais dans la partie métier de notre archi du produit, ça n'a rien à voir, quoi. Il faut faire hyper gaffe. Enfin, c'est ce que je retiens de ce produit où il y a des faux amis entre le commentaire et le commentaire, tu vois. Et heureusement, j'avais lu DDD avant, donc j'avais entendu parler de ces pièges. Mais là, je me rends vraiment compte que, tu vois, si tu te gourres, tu vas ralentir tes devs. Et quand tu as un produit qui se lance avec des attentes utilisateurs et tout, faut faire gaffe à pas faire les mauvais choix qui ralentissent, quoi. Tu vois, je me sens un très bon retour parce que moi, sur les différents projets sur lesquels je suis intervenu, j'ai quand même l'impression que très souvent, on va un peu. Quand c'est lié à la même thématique, on se dit que c'est la même chose. Typiquement, l'exemple des Mm. commentaires, c'est un très, très, très bon cas, quoi. Alors qu'en fait, enfin, fonctionnellement, tu peux, on va dire, parler de la même entité fonctionnelle, mais ça reste deux fonctionnements qui sont totalement différents et du coup, ça devrait pas être. Enfin, c'est pas que ça devrait pas, mais du coup, si tu veux avoir quelque chose de bien découpé, Mm. faut être très vigilant justement à pas couper des choses qui se ressemblent, quoi. C'est pas parce que Ouais. ça ressemble à la même chose que c'est vraiment le même périmètre. Et effectivement, c'est une approche. Mais je pense c'est plus avec l'expérience qu'on a ça, parce que je sais que quand j'ai commencé le développement, Ouais. franchement, ça me passait au-dessus, quoi. Enfin, je pense que c'est normal, tu vois, alors qu'en fait, c'est quand même très important, quoi. Ouais, carrément. Mais après, tu vois, dans le code, tu t'en rends vite compte parce que, par exemple, la programmation du premier commentaire, et le module de gestion des commentaires. Euh, Instantanément, si tu as déjà codé l'un et que tu te lances dans le dev de l'autre, tu vas te rendre compte, tu te dis, ah putain, j'essaie d'appeler des fonctions, mais la structure, il y a des infos dont j'ai besoin, mais je les ai pas, ou inversement, tu vois. Typiquement, programmation du premier commentaire, bah, ton commentaire, il n'a pas été envoyé sur les réseaux, donc il n'a pas d'identifiant. Donc, tu peux pas répondre à un commentaire qui est programmé puisqu'il n'a pas été encore, tu vois, il n'a pas son identifiant extérieur dont tu as besoin pour communiquer avec l'API. Et donc, tu vois, il faut écouter un peu le code quand il te dit, ah, là, il y a un truc un peu bizarre, tu vois. Et voilà, du coup, nous, le modèle a évolué, tu vois, c'est devenu un commentaire programmé et commentaire de base, tu vois. Et en fait, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Et faut écouter son code, en fait. Souvent, il dit des choses assez intéressantes. Ouais, c'est sûr. Et ça, du coup, pour le coup, c'est valable je pense, quand on fait un projet comme ça perso, mais ça s'applique de la même façon sur des projets pour un client ou enfin, qu'on soit en freelance. Je pense que c'est un concept qui est commun à tout, quoi. Ouais. Si je me pose une question, donc là, t'as pas mal de retours, vous avez beaucoup d'idées, tu vois, même pour les prochaines fonctionnalités, même si vous les regroupez par thématique. Euh, c'est quoi votre approche, en fait, pour choisir, pour déterminer les prochaines fonctionnalités à sortir? Tu vois, comment est-ce que j'imagine que, surtout si vous avez un backlog comme ça, bah, vous avez plein d'idées, plein de trucs qui sont marqués.
Et à Mm. quel moment est-ce que vous dites, tiens, on va mettre l'effort là-dessus? Je sais pas, c'est quoi ton approche? Est-ce que c'est plus une approche un peu MVP, donc pour avoir le produit viable minimum, ou plus une approche, tiens, on va poncer à fond une feature pour qu'elle soit bien terminée et l'envoyer, et puis Ouais. après, on verra. C'est compliqué à répondre comme question. Déjà, Célia et moi, on a enfin, le MVP, tu vois, on voit ce que c'est, le concept du MVP. Mhm. On avait déjà bossé avant ensemble dans une autre entreprise où, tu sais, les concepts, ils n'étaient pas forcément toujours bien compris, notamment tout ce qui est agilité, MVP, etc. Mhm. Et on avait une expérience assez frustrante du MVP où on s'était dit, euh, difficile de mesurer que c'est l'idée qui est un échec, tellement l'exécution était décevante, tu vois. Et Mhm. donc on Ah, je vois. n'arrivait pas à savoir quel était le facteur d'échec. Est-ce que c'est en effet l'idée ou est-ce que c'est la réalisation, tu vois. Et du coup, on se méfie pas mal de ce truc-là. Alors en effet, si on essaie de faire un mapping avec des concepts genre MVP et compagnie, en effet, notre MVP initial, c'était ce concepteur multi-réseau où tu pouvais saisir ton poste et l'envoyer sur tous tes réseaux, enfin tous tes comptes en même temps. Et après, on se rend compte que c'est pas forcément le use case principal de tout le monde. Donc on essaye de retravailler le concepteur pour que les gens qui font du monocanal puissent le faire de manière optimale. Donc tu vois, je pense qu'on est plus, enfin, en fait, on est sur un truc complètement itératif où au fur et à mesure, déjà, tu vois, enfin, le concept de produit terminé, moi, je le comprends pas parce qu'il y a toujours un plus un à faire, tu vois, une étape après. Donc moi, j'aurais du mal à me dire, on finit un truc et on le ship. Pour moi, c'est genre, on itère. Et tant que ton itération, elle améliore le produit, même si c'est genre 1%, tu vois. À la fin de l'année, si tu fais 1% tous les jours, t'as fait un progrès monstrueux, en fait. Donc moi, c'est plutôt cette approche-là. Essayer de voir quelle est la micro... parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps. On a des enfants, ils prennent beaucoup de temps, etc. Donc on essaie de se dire, dans le peu de temps qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire qui débloque un peu plus de valeur au fur et à mesure, tu vois. Et après, évidemment, il faut que ça soit un peu aligné avec le reste du produit, que ça s'intègre bien, etc. Sinon, c'est un peu compliqué pour l'utilisateur. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on essaie voilà, on essaie de trouver la prochaine étape qui nous fait avancer un peu plus loin et qui est cohérente. Après, ce qu'on essaye de faire, tu vois, c'est de se dire tous les mois, on va envoyer une newsletter avec le product update et Mhm. on essaye qu'il y ait en gros une feature qui est bien avancée. Alors, soit c'est la V suivante d'une version existante, tu vois. Soit c'est un nouveau pan fonctionnel à côté, tu vois, une feature un peu satellite. Ok. Mais on essaye d'avoir genre un gros truc annoncé et plein de petits quality of life improvement à côté. Et en gros, nous, c'est un équilibre qui est pas trop mal, puisque ça nous permet voilà, de communiquer sur des grosses features et en même temps de continuer à améliorer l'existant. Donc on essaie d'avoir un peu ce truc-là. Et puis après, vu qu'on n'est pas nombreux, enfin on est deux, donc oui, évidemment on n'est pas nombreux, tu vois, c'est fatigant de travailler sur des grosses features, parce que t'es Ouais. là dans ton tunnel, etc., etc. Ça prend beaucoup d'énergie, donc on essaie d'un rythme où on alterne un peu petite amélioration, incrément de valeur sur une feature, etc. Et ça marche plutôt bien. Et après, d'un point de vue opérationnel, enfin livraison et tout, tu vois, il y a pas mal de feature flags en fait sur l'appli, ce qui fait que même ce qui est pas terminé, ça part en prod et puis je peux l'activer au besoin sur mon compte à moi, sur Celia, sur nos premiers bêta testeurs qui sont un peu chauds pour tester des trucs. Et du coup, même si c'est pas 100% satisfaisant pour l'utilisateur, ils peuvent déjà percevoir un peu la valeur initiale de la feature. Et ça, c'est assez cool. Et je sais que pour tous les prochains produits, c'est un des premiers trucs que je mettrai en place, c'est possibilité d'activer au besoin la feature pour telle catégorie de user, quoi. C'est que tu vois, le feature flag, c'est quelque chose que alors, j'ai souvent entendu parler, mais j'ai pas, on va dire, eu l'occasion de travailler sur des projets qui devaient implémenter. Mais effectivement, dans un contexte comme ça où tu as besoin de récupérer du feedback rapidement et de pouvoir livrer des features sans que ça soit, tu vois, sans induire de risque, mais à la fois sans bloquer et permettre d'être un peu un bêta-testeur, c'est vrai que ça semble super intéressant au final. Parce que, Mm. enfin, il y a beaucoup de valeur à pouvoir tester comme ça juste pour certains utilisateurs. Ouais. Et c'est que j'ai pas pensé, c'est super intéressant. Mais tu vois, typiquement, nous, il y avait un utilisateur qui était obsédé, c'est pas le mot, mais il voulait absolument. Donc on en a affiché les commentaires. Il me disait c'est trop dommage que je puisse pas répondre à tous mes commentaires depuis là, parce que du coup, tu te programmes une demi-heure, tu réponds à tous les commentaires, Mm. et puis c'est bon, tu vois.
Commentaire, c'est hyper, tu sais, genre, c'est la feature où tu mets le doigt dans l'engrenage et puis Bah ouais. ça part, tu vois, parce que du coup, il faut pouvoir après, tu dois gérer les commentaires Mm. imbriqués, tu dois pouvoir liker les commentaires, tu dois pouvoir mentionner des gens dans les commentaires, uploader des médias, machin, tout ça, ça devient rapidement, tu vois, les gens ont des attentes, Ouais. en fait. Et du coup, au début, ben, tu peux l'activer uniquement pour tel user. Et lui, il va te dire, ça c'est cool, là, d'un point de vue ergonomie, c'est pas mal, ça, je le retravaillerai. By the way, est-ce que tu as prévu de pouvoir envoyer des images, etc. Et ça te permet un peu de... au bout d'un moment, enfin, tu vois, si ça, là, actuellement, on n'a pas l'envoi d'images dans les commentaires, et Mhm. personne l'a remonté pour le moment, tu vois. Donc, en fait, si ça se trouve, je me serais lancé dans un dev monstrueux pour quelque chose qui, au final, n'est pas utilisé. Donc, à partir du moment où tu vois que... Euh, visuellement, c'est assez cohérent avec le reste de la plateforme, qu'il y a des users qui arrivent à s'en servir sans avoir de retour tout négatif et tout, tu peux commencer à activer le truc, tu vois. Et, euh, et au final, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué à mettre en place le feature flag, tu vois. Je sens Mhm. que tout début dans mes projets, quand on en parlait, c'était, ça va générer des conditionnements partout dans l'app et tout, ça va être ingérable. En réalité, les feature flags, ils ont des durées de vie assez courtes si tu fais Mhm. si tu livres régulièrement et que tu arrives sur une feature assez aboutie. Et puis, il suffit de les mettre au bon endroit, tu vois. Si tu les mets vraiment au point d'entrée de la feature, ça impacte pas le code métier ou je sais pas quoi qui est Ouais. derrière. Et donc, tu arrives à avoir des gestions hyper simples, quoi. Et après, quand tu fais tu vois, une espèce de cloisonnement de données, donc nous, tu vois, on fonctionne par espace de travail. Donc, tu as un compte qui peut avoir plusieurs espaces de travail. On active par espace de travail les features, tu vois. C'est pas non plus genre hyper granulaire par user, Mhm. par machin, truc, tu vois. Donc voilà, Ok. c'est hyper intéressant de bosser comme ça, je trouve. Là, du coup, tu as dit que c'était effectivement intéressant de le mettre en place quand tu es dans un contexte où tu peux livrer rapidement parce qu'ils ont une durée de vie assez courte. Alors, j'imagine que ça dépend de chaque fonctionnalité, mais est-ce que, je sais pas, tu as une durée moyenne quand tu vas développer une nouvelle fonctionnalité? Globalement, ça te prend. C'est quoi? C'est de l'ordre du jour, de la semaine, comment ça se Ouais, passe? c'est difficile de répondre parce que moi, j'arrive pas à voir quelle est la fin d'une feature. Mais ce que je vois, c'est que si j'ai un truc sur ma machine, enfin sur un truc sur le poste d'un développeur qui est là depuis plus d'une journée, je trouve ça dangereux, tu vois. Mhm. Donc moi, ma philosophie, c'est plutôt comment on fait pour découper au maximum les tâches, Mhm. les features, les, les tâches techniques enabler, tu vois, migration, etc. Comment tu fais pour découper ça le plus petit possible pour que ça parte le plus vite sur la release qui va être faite, voilà, ça se trouve, c'est le soir, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de le ticket est passé à fini. C'est plutôt il y a une telle séquence. Si on la prend dans ce sens-là, le produit n'est pas bloqué. À n'importe quelle étape du process, il peut être mis en prod et ça marchera, tu vois. Et du coup, c'est difficile de répondre à quelle est la durée de vie d'un feature flag. C'est genre à quelle étape Mhm. tu peux le supprimer parce que tu juges que ce qui a été fait est suffisamment stable et a de la valeur, tu vois. Et moi, j'essaye en Ok. gros de faire que, bon, tu vois, sur une fonctionnalité qui est pas trop couplée au reste, etc. et tout, j'essaie que en 2 jours, entre le moment où on sait ce qu'on veut faire et c'est fini, il faut que ce soit en prod, tu vois. J'essaie d'avoir un truc en 2 jours, une V0. Si c'est vraiment pas à la hauteur, entre guillemets, je mets un petit truc bêta dessus, tu vois. Pour les commentaires, au début, on avait ça. Pour Mhm. prévenir que c'est en cours de dev et qu'il y a peut-être un peu des... Enfin, faut être indulgent, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, après, tu peux continuer d'itérer comme ça et faire des mises en prod hyper régulièrement, tu vois. Nous, on fait genre, je sais pas, des journées, il y a 8 mises en prod, tu vois. Et, euh, et c'est bien, ça permet aussi de Mhm. corriger des trucs, d'être réactif. Un truc tout con, mais enfin, si tu peux pas shipper une faute d'orthographe à la corriger rapidement, c'est trop dommage, en fait. Ouais, c'est sûr. Oui, ça va te décrédibiliser un peu. Enfin, c'est peut-être fort comme mot, mais du coup, c'est que ça peut faire un peu tâche, quoi. Du coup, en fait, c'est Ouais, plus, plutôt que livrer des features, va être plus livrer des étapes de ta Mm. séquence qui va concerner ta feature. Et à Ouais, chaque fois, en fait, c'est un petit incrément de valeur, ce qui fait que c'est décoré du reste. Et ce qui te permet en fait de livrer sur n'importe quel sujet à chaque fois sans avoir trop d'impact. exactement, c'est ça. Et des Ok. fois, tu livres, tu vois, des fois, c'est juste ta livraison, c'est juste une migration. Tu sais, il y Mhm. avait un flag dans une table, en fait, ça devient un concept à part entière qui est migré. Des fois, l'étape, c'est juste extraire ce truc-là et écrire aux deux endroits pour que quand tu vas te mettre à développer la feature, ben, tu auras juste à débrancher l'ancien truc. Ça sera prêt, tu vois, Ouais. rétroactivement. Et moi, ça, je le vois déjà comme un truc qui a de la valeur à livrer, même si pour l'utilisateur, c'est invisible. Mais c'est important de
c'est important d'avoir un plan, pas forcément qu'il soit rigide, de tout calculer à l'avance et tout, tu vois. Mais il faut être un peu certain de la séquence et est-ce que ce que je prévois, ben, à tout moment, je peux revenir sur la release d'avant ou enchaîner sur celle d'après, tu vois. Il faut quand même faire ça, un découpage un peu intelligent des choses, je pense. Ah ouais. Alors ça me fait penser à un point, j'ai déjà je me fais déjà une petite idée, mais j'ai l'impression que dans la construction, même dans le développement en général, il y a un peu 2 camps. Et j'ai l'impression qu'aussi, au niveau de la construction du SaaS, tu as beaucoup de quick and dirty, on va dire. Alors, Ouais. je sais pas si c'est le bon terme, personnellement, j'y crois pas trop, mais du coup, dans l'approche, tu vois, hem, surtout quand tu es dans une équipe qui est assez réduite parce que pour l'instant, tu es le seul développeur dessus. Mm. Est-ce que tu es plus dans une approche où, je sais pas, on va dire ce qui se rapproche, bon, j'aime pas trop ce terme parce que du coup, c'est un peu fourre-tout, mais l'approche un peu craft, tu vois, où tu vas vraiment faire attention. Comment est-ce que tu vas architecturer une application? C'est vraiment plus, je pense que ce serait un peu de porter plus attention à la qualité, on va dire. Et derrière, tu as une autre école, encore une fois, j'ai l'impression, hein, pour la construction de ça, ce qui est plus un peu de faire le truc rapidement, genre sans trop se prendre la tête, sans faire de test, un truc comme ça, parce que tu peux livrer vite. Bah, j'ai quand même l'impression, après ce que tu me dis, que tu as quand même une approche qui va être quand même tournée sur bah, comment dire, des fondations techniques qui sont solides et du coup qui te permettent aussi d'aller vite. Et tu Mm. vois, c'est quoi un peu, pas ton positionnement par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a une approche avec laquelle toi tu es plus en phase que l'autre ou, qu'est-ce qui marche pour toi, pour J'écosystème? Et ben, pour moi, ce qui est important, c'est de faire des choix avec lesquels t'es aligné et le business, enfin, qui sont cohérents avec le business, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai commencé dans une PME où, tu vois, c'était PHP 5.3, des fichiers avec 13 000 lignes. Il y avait une variable $12 et sa valeur était 10, tu vois. Et il fallait genre des semaines pour shipper une feature sur l'existant. Du coup, après ça m'a énervé. Je suis parti dans une ESN un peu craft et tout, Octo Technologies. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert un peu, tu vois, genre TDD, DDD, CleanArchy, etc. Que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça me permet, en effet, je voyais, j'ai vu instantanément l'intérêt de découpler les choses Mmh. dans le cadre de la construction d'un produit, tu vois. Quand tu te bases tout sur des interfaces et que ta migration d'ORM, tu es certain qu'elle n'a pas cassé de la logique métier, en vrai, c'est une valeur de ouf, tu Ouais. vois, de faire ça. Et là, j'ai compris instantanément. Par contre, j'ai vu aussi des projets, c'est pas la boîte, hein, mais dans certains projets, certains contextes, je trouvais que la réflexion allait trop loin par rapport aux enjeux métiers, tu vois. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est hyper important maintenant de faire, tu sais, genre, t'as une balance et faut être OK avec, genre, à quel point t'es d'un côté ou de l'autre, tu vois. Et c'est l'exemple que je donnais sur un post LinkedIn, mais si tu fais un script d'import passe-plat, je sais pas, d'un FTP vers une base de données, c'est un Mmh. peu dommage de sortir l'artillerie lourde avec plein de découplage dans tous les sens et tout, tu t'en fiches un peu. Par contre, dans un produit comme celui qu'on développe, enfin, comme Gecko, quoi, c'est important d'avoir un truc modulaire, pas trop couplé, parce que tu vois, peut-être qu'à un moment on voudra changer de provider d'infrastructure, peut-être qu'on voudra changer notre logique de scheduling de Redis à autre chose. Peut-être que tel concept va être complètement transformé. Par contre, l'algo de publication, de formatage de texte qui est hyper complexe, parce que c'est du texte riche, avec des mentions, des machins et trucs, on va être certain qu'il ne soit pas pété à ce moment-là. Mmh. Donc sur tous ces trucs-là, ça a une valeur de dingue de faire du découplage, inversion de dépendance, de l'hexagonal, etc. Parce que tu es certain de l'évolutivité de ton truc. Enfin, tant que l'architecture ne change pas profondément, t'es certain d'avoir pas cassé l'existant, quoi. Et donc, oui, là-dessus, en effet, moi, je fais hyper gaffe aux frontières, tu vois, des bandits de contexte, entre guillemets, Mmh. des interfaces entre les différents modules. Et ces trucs-là sont testés parce que j'ai pas envie d'avoir. Enfin, déjà, c'est compliqué à développer un algo qui traite sur du texte riche. Tu vois, c'est une structure de données, en fait, le texte dans ce que je fais. Et du coup, c'est difficile quand tu fais des algos si tu le fais pas en TDD, quoi. Parce que tu vas te perdre dans, bah oui, mais je dois parcourir un arbre et j'ai récupéré quel nœud, etc., etc. Et du coup, forcément, à la fin, tu arrives à bah, autant coder la spec qui va valider pour toi le truc, Mmh. tu vois.
Ouais, Ouais, tu vois. carrément. Mais après, tu vois, il y a dans le front, il y a des endroits où, ouais, bon, si le post publié, la pastille est verte, sinon elle est bleue ou je sais pas quoi, en vrai, tu t'en fous. Enfin, ça n'a pas d'intérêt particulier de tester ça de manière automatique ou de l'abstraire ou de je ne sais quoi. Donc, Mhm. tu vois, c'est un espèce de jeu d'équilibriste entre est-ce que la pratique que je suis en train d'utiliser, elle a du sens dans mon contexte, quoi. Je te rejoins. Enfin, personnellement, je suis plutôt partisan effectivement, de faire un gros découpage comme ça et les tests, je préfère les faire sur le comportement, tu vois, Mm. plutôt que sur lui. Parce que, bah, on le sait, le front, ça peut changer très vite, surtout si tu veux Ouais, tenir compte des retours, tu sais, des choses. Et j'ai plus de mal à voir. Je trouve que c'est plus compliqué d'avoir les tests qui sont vraiment pérennes sur l'interface. Parce que ouais, ça peut changer n'importe quand. Alors qu'en soi, ton comportement, bah, normalement, tu réponds à un besoin. Donc, si ce besoin ne change pas, bah, tu vois, t'as pas de raison de exactement. faire le changement. Et encore plus, si ton besoin vient à changer, bah, c'est quand même intéressant de savoir, tu vois, et d'avoir la maîtrise sur ce que tu vas changer ou pas. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de tester les parties comportement comme ça, d'autant plus quand tu as des trucs très techniques, Mm. comme tu dis, quand tu veux travailler des textes riches, ce genre de choses. Ouais, ouais. Bah, enfin, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui mettent aussi la clean archi dans le front et tout, et j'imagine qu'ils développent des interfaces particulièrement complexes avec un truc event-driven, avec de la logique et tout. Je- Dans mon cas, c'est pas ça, tu vois. Et je Mhm. sais que si je devais utiliser ces techniques-là dans mon front, ce serait parce qu'il est particulièrement complexe. Ce que j'ai remarqué, c'est que en essayant de reporter cette logique côté serveur, ton front devient tellement stupide, entre guillemets, tu vois. Il fait que Mhm. résoudre des problèmes d'UI basiques, tu vois. Si le post a échoué, la pastille est rouge, ben ça doit être ça le niveau de logique dans du front. Si tu as plus que ça, alors soit tu es en train de faire une appli genre Figma ou je sais pas quoi, soit la logique est probablement au mauvais endroit, je pense. Ouais. Et dans ce Je cas, tu arrives à sortir un comportement côté serveur, et là, tu peux faire un beau test de ton use case ou un test d'intégration de ta tranche en entier, si tu veux. Enfin, voilà. Mm. Ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal au début à voir comment l'appliquer dans le front. Je sais que je rattache un peu au state management parce que au début, ça peut sembler très, très compliqué aussi. Mais en fait, de temps en temps, j'ai plus dans l'approche où je vais utiliser du state management un peu par défaut parce que justement, ça me permet d'avoir ce même Mm. découpage. Et au final, la partie que tu vas avoir vraiment côté interface, bah, elle devient idiote, quoi, parce que tu affiches juste de la donnée. Et si jamais tu as des traitements plus complexes, des appels externes, ce genre de choses, bah, tu peux vraiment l'isoler quelque part. Et même pour tes tests, au final, c'est plus simple à tester. Donc, mais c'est vrai que Oui. je pense que c'est compliqué au début parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ressources non plus dessus. J'imagine Mm. côté dans le front. Alors en soi, les concepts, hein, c'est globalement les mêmes, hein, que ce soit je sais pas, du front, du back, du mobile. Mais tu as quelques différences par rapport je sais pas, aux interactions qu'on va avoir. Et je pense que c'est ça ce qui peut peut-être poser un peu plus de problèmes. Mais moi, je pense quand même que mettre en place de la clean archi côté front to back, ça, c'est pas plus compliqué. Et puisqu'au final, tout est bien Oui. découpé, je trouve qu'au final, ça te permet quand même d'évoluer plus sereinement et de moins te poser de questions, de pouvoir tester plus facilement. Et je trouve que tu as Mm. quand même enfin, personnellement, je trouve que j'ai plus confiance, tu vois, dans mon application si je sais que je peux la tester indépendamment et que je dépends pas de mon interface. Parce que sinon, Ouais. c'est, Le comment ça seul va. truc que je trouve un peu tricky dans le front, c'est que tu as de la logique qui est hyper particulière, Mmh. qui est liée aux interactions, aux clics, Ouais. etc. Tu vois. Et après, c'est juste mon expérience par rapport au type d'app que je développe. Tu vois. Mais j'ai remarqué que les bugs venaient plus de là Mmh. que du traitement qui est déclenché après un clic. Tu vois. Et du coup, typiquement, moi, si je dois, enfin, un test front sur Gecko-Social, ce qui aurait été particulièrement, enfin, qui aurait particulièrement de valeur, c'est l'éditeur de texte riche, vérifier que la détection de hashtag marche bien, le remplacement des mentions, ça marche bien, etc. Parce qu'il y a plein de conditions, tu vois. Si tu as un Mmh. tiret après un hashtag, bah, c'est pas un hashtag. Si tu as une mention avec un arrobase, mais quelqu'un qui est pas reconnu, bah, t'as beau avoir un arrobase et John Doe, bah, c'est pas une Ouais. mention. Et du coup, ça, c'est des trucs qui sont hyper, tu vois, ça dépend de la saisie, ça dépend du framework derrière qui est lexical et la manière dont il se render en Mmh. synchrone, asynchrone, etc. Et tu vois, moi, c'est là-dedans que je vois beaucoup de bugs.
Et c'est là-dedans qu'il y a de la logique compliquée, mais c'est pas de la logique qui est facile d'abstraire. Ouais. Et donc c'est difficile à intégrer dans une archi, puisque il faudrait trouver des abstractions qui aient du sens Mhm. d'un point de vue de cette archi-là, et moi je les trouve pas, tu vois. Toute cette partie-là chez moi, elle est pas en mode clean archi, hexagonale, interface et tout. Et, euh, et je pense que le jour où vraiment il y aura quelque chose à industrialiser là-dessus, ça sera vraiment avec un genre Playwright ou Cypress ou je sais pas quoi, Mhm. un vrai navigateur qui se lance parce que c'est tellement couplé à la manière dont fonctionne Content Editable dans le DOM, etc., que c'est difficile d'avoir du sens d'extraire un test là-dessus qui Ouais. s'exécute pas dans cet environnement-là, tu vois. Je trouve que tu reçois un point qui est intéressant et c'est effectivement de ne pas faire preuve de dogmatisme, à se dire tiens, genre, il faut que je mette la clean partout, il faut que je mette genre tout ou rien. C'est un peu l'idée de balance que tu disais tout à l'heure au final. Ouais, Et que effectivement, tu as certaines parties pour lesquelles tu aurais plus de complexité, ça ferait peut-être pas, enfin, je sais pas, ça fait du sens ou pas, mais tu vas t'y retrouver plus de façon plus compliquée. Et au final, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire gagner du temps. Et donc, dans ouais, ce cas, c'est OK d'avoir certaines parties en fait qui sont isolées et de traiter, mais de ne pas adopter entre guillemets des bonnes pratiques par principe, tu vois. C'est plutôt exactement. le tenir compte de chaque contexte, chaque feature. Et c'est un point, comme t'as raison, qui est important à rappeler. Tu vois, un autre exemple qui va dans ce sens-là, c'est pour moi la gestion des feature flags dont on parlait tout à l'heure. Ça sert Mhm. à rien de faire 15 000 abstractions, Oui. des interfaces et tout. C'est ta feature, elle est là, elle est pas là, et puis ça s'arrête là, tu vois. Mm. Et, enfin, voilà. Donc oui, en effet, je pense qu'il faut être hyper pour être avoir une bonne vélocité et shipper rapidement, etc. Il est important d'avoir des abstractions et il est important de savoir à quel endroit on les met et à quel Ouais. endroit on n'en met pas pour profiter un peu à la fois de l'abstraction et de la non-abstraction, quoi. Là, on a parlé quand même pas mal de la partie un peu, un peu technique Ouais. de Géco-Social. De manière générale, du coup, là, je pense que c'est entre, ça vous concerne du coup, toi et Célia. C'est quoi ce qui vous demande le plus d'efforts? Est-ce que c'est la partie construction du produit, donc que ça soit par rapport à la réflexion en fonctionnalité, tu vois, faire le tri entre les différents retours que vous avez et Mm. puis tout simplement le développement pour les implémenter, ou peut-être le fait un peu communication sur les réseaux sociaux? Euh, Moi, je sais que c'est très souvent dans le dev, on dit tiens, on peut tout faire, on peut faire plein de SaaS parce qu'au final, il y a juste Mm. à, il y a juste À à coder, coder. juste à Ouais. faire le produit. Et encore, mais tu vois, derrière, au final, ton produit, si personne sait qu'il existe, Ouais, bah, ouais. ça sert pas à grand chose, quoi. Ouais. J'ai envie de dire un 50-50-50 parce il y a construire le produit, il y a communiquer et il y a le reste autour. Et je me Mhm. suis noté notamment l'admin et le support pour en reparler. Je vais parler des trois, mais en gros, construire le produit, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Enfin, du coup, c'est pas forcément difficile, c'est que ça prend du temps, tu vois. Genre, Mhm. faut trouver les bons raccourcis fonctionnels pour essayer de gagner du temps et tout, mais tu as toujours du temps incompressible sur si tu avais envie que ton différenciant c'est un éditeur de texte riche et que tu dois t'intégrer avec LinkedIn, tu dois passer la preview de LinkedIn, tu dois coder ton éditeur de texte riche et tout, etc. Quand tu as un peu d'expérience, en vrai, c'est pas très compliqué, tu vois, ça casse pas trop pattes à un canard techniquement, sauf Mhm. quand tu découvres évidemment la tech. C'est juste factuellement beaucoup de trucs à faire. Par contre, la partie com, c'est vraiment dur. Moi, tu sais, je pensais naïvement avec mon esprit de dev, tu fais ton produit, il est beau, il marche bien, bim, j'achète ma Lamborghini, tu vois. Tout le monde le Euh, veut. ouais, et ben pas du tout quoi. Et c'est hyper dur. Et je découvre que la communication, c'est quelque chose qui est structuré, que t'as des design patterns de com entre guillemets, t'as des bonnes pratiques, tu dois avoir un calendrier éditorial, tu dois avoir enfin voilà, communiquer régulièrement, essayer d'avoir une approche un peu funnel, etc. Et on l'a pas du tout. Enfin, c'est des trucs qu'on est en train de tester, d'explorer, mais on découvre aussi, tu vois. Mhm. Et moi, j'avais pas du tout anticipé que c'était aussi dur. Donc, je dirais que c'est ce qui est dur, c'est qu'on part de zéro et que tu as affaire avec une audience et de l'humain et tout, tu vois. Et donc, il faut trouver un peu les bonnes personnes. Il faut voir comment tu fais de la prospection, être à l'aise ou non, comme c'est notre cas, nous, on n'est pas du tout à l'aise avec le fait d'envoyer des messages à des inconnus, encore plus quand c'est automatisé et non personnalisé, tu vois. Et c'est hyper dur tout ça. Donc ouais, ça c'est vraiment vraiment hard et on l'avait pas vu venir. Euh, mais on apprend au fur et à mesure et c'est intéressant, tu vois.
Et après, il y a la partie admin, support, etc. Enfin, un truc tout con, mais t'as de la compta à faire, t'as à Mmh. lire la doc de Stripe, t'as répondre aux messages des utilisateurs. Quand il y a des bugs, faut essayer de les débloquer. Quand ils ont mal compris une fonctionnalité, bah, faut te le noter et les débloquer. Tu vois, il y a tout ça à faire. Donc en fait, je pense qu'il y a rien qui n'est pas dur. Mais Ouais. après, c'est selon un peu ton bagage derrière, qu'est-ce que tu arrives à faire facilement ou pas, quoi. Ouais. Voilà. Et nous, construire des produits, on l'avait déjà fait ensemble. Donc, ça, c'est pas la partie la plus compliquée, même si ça demande de l'énergie. Mais le reste, ouais, on l'avait pas vu venir. Et du coup, donc vous faites, faites tout ce qui gravite autour de la construction de Gécosocial, vous le faites, donc tous les 2. Est-ce que, je sais pas, peut-être vous avez prévu il y a des choses que vous pouvez automatiser ou peut-être déléguer, ou c'est pas prévu pour le moment peut-être? Pour vous dégager un peu plus de Ben, temps et il y a en fait, il y a beaucoup de sujets. En fait, le truc, c'est nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de bosser tous les deux, de faire un truc tous les deux, tu vois. OK. Et on se dit un peu, genre, nous deux contre le monde, un peu, tu vois. Et avoir notre petit business, et puis ça va, tu vois. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Après, si tu rajoutes rédiger des articles de blog pour le SEO, tout ça, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses. Et donc, en effet, peut-être que déléguer, ça ne commence à nous passer par la tête, tu vois. Donc, on essaie de voir une manière de déléguer, ça peut être l'affiliation aussi, tu vois. Donc, tu as des gens qui font un peu de la com, enfin, qui sont apporteurs d'affaires, mais du coup, c'est eux qui en parlent sur les réseaux aussi. Donc, c'est des trucs qu'on est en train de réfléchir à mettre en place. Après, tu peux imaginer, ouais, en effet, que tu es une presta pour la rédaction de l'article de blog, SEO, ou je ne sais quoi. Pour le moment, on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas les fonds, tu vois. Mais Mmh. clairement, plus ça avance, plus on se dit, en fait, l'aventure à deux, euh, c'est super si ça marche. Mais c'est peut-être aussi cool d'avoir une équipe de gens impliqués Ouais. sur certains sujets, notamment ouais, la gestion de la production, le support, etc. C'est des choses qui, je pense, tu vois, le support, si tu trouves une bonne personne qui a, je pense, une empathie ou de l'humour, Mmh. des choses et tout, il y a moyen de faire incarner aussi le produit par le support. Et je Ah pense oui. que quand tu trouves une personne comme ça, c'est hyper, ça fait partie du produit après. Je sais Ouais. qu'à une des startups pour lesquelles je bossais, les gens étaient fans du support. Je me disais, c'est génial. Et si tu arrives à dédier quelqu'un à ça, c'est ouf en fait. Parce qu'en Donc plus ouais, pour le support, où c'est la partie que tu vas peut-être contacter justement quand tu as un problème, du ouais, coup d'aimer genre l'entreprise ou l'outil pour cette partie justement où très souvent c'est un peu, bah, débrouille-toi, tu vois, où tu as pas de réponse, où tu as un bot automatisé qui répond pas à tes questions, où du coup tu peux vraiment perdre un peu confiance, exactement. en sur le produit par rapport à ça. C'est vrai que ça va être génial si c'est dans l'effet inverse, ou si c'est ça au contraire qui te fait, gagner la confiance de tes clients, quoi. Ouais, carrément. Moi, je sais que j'ai plein. On peut citer des marques ou pas dans le podcast? Ouais, ouais. Ouais. Non, mais tu vois, enfin, moi, j'utilise Alan pour la mutuelle. Ouais. Et ce que Ah, je suis d'accord. j'adore, c'est que le chat, Mmh. même si tu leur poses des questions, moi, à un moment, j'étais perdu, je posais des questions débiles, je savais pas ce qu'était le tiers payant, tu vois. Et c'était là, bon, bah, attendez, je vais demander à un expert de vous envoyer un message pour vous expliquer et tout. Je disais, mais attends, les gars, ils sont ouf, ils répondent en 3 minutes. Et puis, Ouais. tu peux même leur poser des questions qui feraient chier n'importe qui de n'importe quel support. Et puis, ils arrivent à te répondre de manière hyper agréable, quoi. Mmh. Et moi, je trouve ça vraiment dingue, quoi. Ça, c'est marrant parce que j'avais eu le même truc aussi avec Alan, où justement j'avais une question, un truc, non, j'étais totalement paumé sur un sujet, et justement je m'étais fait la même réflexion où après avoir eu cet échange, ben même pour moi, genre réponse super rapidement, j'avais trop aimé, et je pense qu'aujourd'hui c'est genre un des seuls supports, tu vois, au moins sur un truc connu, sur lequel j'ai un problème, et à la fin limite j'étais de bonne humeur après avoir contacté le Ouais, support. Donc, je pense que ouais, c'est la seule fois je pense où ça m'était arrivé, parce que sinon c'est plus l'effet inverse, hein. ouais, c'est clair. T'arrives avec un problème, tu repars de bonne humeur. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Hem, Tout à l'heure aussi, tu as dit que donc, vous vouliez faire un produit donc avec ta compagne pour que vous soyez, bah, un peu seul contre tous. Je me pose une question, on entend souvent que, du coup, quand tu travailles avec des proches, ça peut être, ça peut être compliqué, tu vois? Et de pallier genre, entre guillemets, «les proches et le business». Alors, je pense que d'un côté, effectivement, si jamais tu as un truc qui se passe mal, bah, ça dépasse, on va dire, pas les heures de boulot, tu vois? Mais tu ramènes ça un peu à la Mm. maison. Mais d'un autre côté, surtout quand c'est ta compagne, je pense que, enfin, ou quelqu'un avec qui tu es très proche, heu, beh, je pense que ça connecte beaucoup plus, quoi. Je pense que tu Mm. peux aussi être beaucoup plus soudés, et quand tu as un problème, tu te sens peut-être plus en sécu enfin,
je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme de sécurité, mais tu as plus confiance en Ouais, la c'est ça. personne. Donc je pense que ça peut aussi te pousser. Hem, comment tu je sais pas comment vous alors je sais pas si c'est perso ou pas, tu vois, mais alors comment vous le vivez? Est-ce que c'est, si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez peut-être différemment? Je sais pas, mettre, des limites, des choses comme ça? Comment tu le Euh, enfin, vu qu'on a déjà bossé avant, on aime bosser ensemble, mmh. on sait, j'imagine, enfin, du coup, j'ose pas trop parler pour elle, mais j'imagine qu'on sait un peu comment on fonctionne l'un l'autre. Mmh mh. Donc en vrai, moi j'adore parce que je sais pas, tu sais, c'est la personne avec qui tu peux parler de tout, Mmh. même de trucs, euh, des trucs horribles, et puis elle trouverait exactement ce que tu veux dire derrière, tu vois. Enfin, quand je dis ça, je dis pas qu'on se dise des horreurs et tout, mais que même les sujets difficiles, Mmh mh. tu peux en parler assez facilement, tu vois. Comparé Ouais. à je sais pas, quand t'as des collègues, que c'est juste des collègues et que tu sais qu'ils travaillent d'une manière que c'est très différente de toi, je trouve que c'est pas forcément plus simple en fait de dire les choses Mmh. que la personne avec qui tu partages ton quotidien et tout quoi. Donc moi je trouve ça trop bien. Euh, Peut-être que quand on se battra pour avoir le plus de pourcentage de l'entreprise au moment d'acheter la Lamborghini, ça sera un problème. Non, j'en sais rien. En vrai, je pense pas, parce que ce qui est important, en fait, c'est l'aventure pour nous. Tu vois, en fait, Mmh. ouais, c'est ça. C'est que notre motivation, c'est de construire un truc ensemble. Donc, si on n'y arrive pas, Mmh. OK. bah, c'est pas le produit qui est un échec, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi à construire un truc ensemble. Donc voilà, c'est par rapport à ça, je pense que c'est obligé de bien se passer, vu que c'est notre but Ouais, de construire quelque chose ensemble. le moteur est pas le même, quoi. C'est pas c'est Ouais. pas le produit, c'est plus, le ouais, le Tu vois, produit plus si on était dans un environnement levée de fonds, mmh. investisseurs, machin et tout, je pense que déjà ils auraient pas kiffé avoir en face un couple, Ouais. tu vois. Et euh, et puis peut-être qu'on serait pas le tandem idéal selon Mmh mh. les critères de tel ou tel investisseur, tu vois. Mais vu Ouais. que c'est pas notre cas, bah nous on est contents, tu vois. On fait notre Ouais, vous avez affaire et plus de puis liberté, ouais. Tu dépends ouais, pas de toute façon, tu dépends pas de fond, donc au final, vous organisez comme vous voulez exactement. Ce qui est et à la fois bien et pas bien, du coup. Enfin, tu vois, c'est un modèle. Et donc, le modèle, oui, oui, bien sûr, ouais. il est ni mieux ni moins bien qu'un autre, mais il vient avec ses conséquences, quoi. Une question du coup par rapport à la concurrence. Tu as dit au début qu'il y avait déjà des gros acteurs qui étaient implantés. Je crois que Ouais, tu parlais de Buffer. ouais. Hem, du coup, comment est-ce que vous y êtes pris? Enfin, comment est-ce que tu t'y prends, tu vois, comme ça, quand tu as déjà de gros acteurs qui sont implantés et qui sont bien présents, pour justement sortir bah, au final, être un concurrent, tu vois? Alors que tu pars, Mm. presque de rien au final. Ouais, et ben, je pense que notre approche, c'était y aller naïvement. Non, mais en fait, au début, on se dit, mince, il y a déjà plein de gens qui le font et tout. Et en fait, quand tu te renseignes un peu sur comment tu construis un produit, le marché, etc., tu te rends compte que si tu as zéro concurrent, alors soit ton idée elle est vraiment particulièrement innovante et voilà, soit c'est une idée pourrie en fait, et que du coup c'est pour ça qu'il y a zéro concurrent. C'est parce que personne veut l'acheter et du coup il n'y a pas de boîte qui existe. Donc en fait le fait qu'il y ait d'acteurs qui soient là depuis, tu vois, je peux faire, ça doit faire plus de 15 ans, je crois, un truc comme ça. Mmh mh. Donc, le fait que les gens soient là depuis, ces entreprises-là soient là depuis si longtemps, je pense qu'en fait, c'est un signe hyper positif que le marché, il existe. Et après, il faut construire avec euh, en sachant qu'ils sont là depuis longtemps et du coup, qu'est-ce que ça implique, tu vois. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant. D'un point de vue construction de produit, c'est-à-dire qu'il est établi. Ça veut dire en gros, tu peux pas faire manœuvrer un paquebot rapidement. Par Mmh. contre, comment ça s'appelle? C'est les kayaks? Je sais Ouais. plus. Mais tu vois, les bateaux moteurs, etc., bah, ça pivote Mmh. rapidement parce que c'est léger, il y a peu d'existants, etc. Donc en fait, après, c'est comment tu joues avec ça. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est tu vois, les problématiques récentes. Je pense que quand tu es nouveau, t'as, tu peux les implémenter plus rapidement que les autres parce que tu as moins de choses à bouger dans ton logiciel en fait. Tu as moins de code à Mmh. déplacer, moins de risques de casser l'existant, etc. Tu vois, quand tu as 15 ans de legacy, j'imagine que intégrer
je sais pas, les dernières tendances de l'IA pour faire je sais pas quoi, c'est pas non plus un jeu Mmh. d'enfant parce que tu dois forcément être connecté à de l'existant, tu vois. Donc en fait, à la fois, ça te rassure, enfin quand il y a du concurrent, t'es rassuré, et puis après, tu essaies de voir comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu, sachant ça. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que on est deux, on sait aller assez vite avec le temps qu'on a, donc on peut aussi être hyper réactif sur les API des réseaux sociaux qui continuent de changer constamment. Typiquement, les stories sur Instagram, c'est sorti il y a 1 an et demi, mais on l'avait avant Buffer et avant d'autres. Euh, Mmh. parce que du coup, c'était simple, vu qu'il y a la code base, elle est Oui. petite, entre guillemets, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il y a un truc où, même s'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, ça continue d'évoluer. Les pratiques sur les réseaux évoluent, les algos évoluent, les pratiques de production de contenu, ça évolue. On voit que les gens ont de plus en plus besoin d'industrialiser des trucs. Les API sont mises à jour, il y a des nouvelles features, tu vois, les Reels, etc. Tu as des nouveaux réseaux qui apparaissent, enfin nouveaux. Tu vois, TikTok, il y a Mmh. plein de concurrents qui l'ont pas encore. Et c'est parce qu'il est arrivé après les autres. T'as Threads qui arrive. Bon, en France, c'est peu utilisé, mais il va y avoir une API en juin. Et du coup, après, tu peux essayer de te différencier sur la vitesse pour alimenter tout ça. Après, ça peut aussi bouger dans le mauvais sens. Tu vois, si on prend l'exemple de Twitter, on était parti en mode Twitter au début parce qu'on avait un peu de user dessus. Et Elon Musk, il est arrivé, il a complètement pété l'API, Ouais. payé 42 000 dollars par mois pour avoir des features équivalentes aux autres réseaux. Inutile de te dire que on a pas assez d'abonnements pour payer ça. Et du coup, tu vois qu'il y a aussi, en fait, c'est dépendant à ces trucs-là. Donc, tu bouges au rythme des services avec lesquels tu es intégré, quoi. Mmh. Donc, tu vas pouvoir bouger plus ou moins vite. Et voilà, quoi. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter les gens qui ont essayé ces mastodontes-là. Mmh. Donc, nous, on avait le cas de musiciens qui n'avaient pas connaissance de ces outils-là. Mais on avait aussi le cas de musiciens de freelance qui avaient utilisé tout de suite Buffer et Agorapulse, je crois, ou je sais plus, et qui, pour pas mal d'entre eux, avaient trouvé ça, enfin le concept, ils aimaient bien, mais la réalisation, ils avaient un peu de mal, tu vois. Ça pouvait être pour certains des bugs, pour certains des lenteurs, pour certains du jargon ou trop de features. Et du coup, nous, on entend ça et on essaie de construire quelque chose qui matche avec ça, quoi. Alors, ça fait évidemment que tu construis un produit qui est pas adapté pour plein d'autres cibles. Tu vois, si tu prends Agorapulse, leur pricing, il est hyper cher, mais c'est qu'en fait, ça s'adresse sûrement à des grands groupes, des agences, etc. Et du coup, bah, par construction, c'est pas pour eux qu'on crée le produit. Donc, tu vois, en vrai, on est sur le même secteur, mais est-ce qu'on est concurrent? Ça se débat, tu vois. Donc voilà, OK. c'est C'est intéressant d'analyser un peu le tout et de voir à quel endroit tu peux mettre les pions, tu vois, de l'échec. Et nous, je sais que par exemple, j'imagine qu'en vrai, l'outil duquel on est le plus proche, ça doit être Swello, parce qu'en termes de pricing et de cible, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et géographiquement, ils sont à Toulon, et nous, on est à Avignon, donc c'est pas très loin, tu vois. Et du coup, c'est intéressant aussi de regarder comment ils évoluent et comment ils construisent leurs produits et tout là-dessus. vrai que c'est assez intéressant d'être sur le même secteur, les mêmes problématiques, mais puisque t'as pas la même cible ou tu vois que c'est plus les gros groupes ou peut-être plus les indépendants et tout, c'est qu'au final, tu sais qu'il y a un besoin, mais t'as entre guillemets une cible qui est pas laissée à l'abandon, tu vois, mais où tu sais que le besoin existe déjà et que tu as déjà des personnes qui ont cette problématique, mais qui ont pas l'outil parce qu'ils sont pas encore assez gros pour le faire. Ouais. Et du coup, en faisant quelque chose qui s'adresse à eux, ben, t'as pas besoin de, peut-être moins de batailler pour trouver l'utilisateur parce que ils l'attendent déjà, quoi. C'est pas parce que tu as déjà un truc existant que t'as pas ta place sur le marché. Et en même temps, c'est beaucoup d'efforts pour vendre quelque chose qui a peu de revenus, tu vois. C'est un Mmh. marché qui est très atomique, tu vois. Ça prend, entre guillemets, beaucoup d'efforts pour vendre une licence qui est genre 12 euros, tu vois. Si t'es un produit pour les équipes, genre Agorapulse ou je ne sais quoi, tu vas vendre un contrat à Oui. X euros pour une équipe et d'un coup, c'est intéressant parce que tu vends un pack, tu vois. Et donc voilà, ces deux approches sont différentes. Après, je pense qu'il faut savoir aussi évoluer. Tu Mmh. vois, nous, on essaye d'avoir un truc un peu, une interface un peu qui se rapproche de pas mal d'outils, je sais pas, genre Notion ou tu vois, genre tu peux faire du grec, commande B, etc. Mmh. Des choses qui sont un peu, qui rappellent un peu les outils de tous les jours, genre Ouais. Note ou Notion, tu vois. Et, euh, et peut-être que du coup, ça va nous permettre d'acquérir une masse d'utilisateurs importante pour se lancer.
Mais qu'au final, après, en intégrant des features d'équipe, de collaboration et tout, ça va pouvoir peut-être transformer un peu notre produit pour qu'il soit adapté aussi à une autre cible, par exemple. Tu vois, typiquement, Ok. les technos qu'on utilise nous permettent de faire assez facilement une expérience de saisie collaborative comme Google Docs. Alors, je ne Mhm. sais pas si quelqu'un en a besoin, mais si dans un process de collaboration, tu peux te laisser des suggestions de modifications, annoter le texte, collaborer avec les curseurs ensemble et tout, tu peux très bien imaginer que ton produit évolue dans cette direction-là. J'imagine que du coup, cette direction, moi, comme tu as dit, hein, la vision, elle peut changer dans les années à venir. Mais pour l'instant, sur une, je sais pas, une vision plutôt moyen long terme, est-ce que vous aimeriez bien peut-être faire grossir l'équipe? Alors, tout à l'heure, tu me disais par rapport à des profils pour le support ou autre chose, mais de façon même un peu plus générale, tu vois? Je sais pas que, tu sois plus le développeur, d'avoir vraiment une équipe dédiée avec, je sais Mm. pas, même pour, construire une communauté, c'est quelque chose que vous envisagez pour la suite ou? Ouais, ok. Enfin, envisager, oui. Est-ce que c'est Mmh. réaliste? Je sais pas encore. Mais moi, j'imagine bien un truc où là, tu vois, typiquement, on vient d'avoir notre second enfant, tu vois, donc évidemment, c'est au ralenti. Donc, tu vois, Ouais. c'est la vie perso influe vachement le produit, entre guillemets, tu vois. Mmh. Ouais, Ça bien va sûr. repartir, etc. Mais ça serait bien. Moi, au début, j'imaginais genre notre produit, notre bébé, etc. Tu vois. Et maintenant, je me dis que ça m'épanouirait aussi. Ce serait une situation dans laquelle je m'épanouis et ma compagne aussi, d'avoir un truc où on arrive à trouver des gens de confiance, une équipe de dev qui partage cette vision d'archi, de compromis, etc. Sur la partie marketing, avoir des gens qui sont capables d'animer une communauté, de produire tu sais, du contenu autour de pourquoi c'est important de publier quand tu es freelance, Mmh. euh, à qui tu t'adresses quand tu veux communiquer, parler de ton offre, etc. J'imagine, en fait, il y a énormément de ressources à produire là-dessus et on peut pas tout faire. On n'est que deux, tu vois. Donc, ça serait vraiment génial d'arriver à trouver des gens qui soient alignés avec cette vision des choses. Tu vois, il y a une entreprise, je suis pas encore client, mais je vois beaucoup passer. C'est super indep. Et je sais Mmh. pas si tu connais, je vois beaucoup passer sur Twitter. Et je trouve ça ouf, leur présence qu'ils ont. En fait, je sais que le jour où j'ai une galère, je vais aller vers eux, tu vois. Juste parce OK. que ils produisent énormément de choses sur comment on fait pour accompagner le freelance. Et ça se concrétise à la fin par leur service. Et je trouve, moi, j'aimerais bien arriver à créer quelque chose comme ça, où genre, t'as un peu genre la newsletter du communicant indépendant ou du petit business, machin et tout. Et à la Mmh. fin, bon, évidemment, la finalité, c'est de vendre ton produit, tu vois. Mais arriver à avoir des gens qui produisent aussi ce genre de contenu, ça m'intéresserait beaucoup, quoi. En fait, tu vois que je me rends compte que le code, et on se rend compte que le produit, c'est que une petite goutte d'eau dans ce que tu peux faire, en fait, et ce que tu peux imaginer. C'est marrant cette observation parce que là, j'ai déjà eu des échanges plusieurs fois, bah, avec des personnes précédentes pour le podcast et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient très souvent, c'est que, bah, le code, c'est quelque chose où un peu quand on commence, on se dit: «Tiens, il y a le code, il y a le code, il y a le Ouais, code». Mais plus on je sais pas si c'est progresser, mais plus on voit de contextes différents, plus on a de recul, d'expérience et j'ai l'impression que tu as souvent cette thématique à chaque fois qui revient de: «Le code, c'est cool, mais genre au final, c'est pas tout ça en fait, c'est un Mm. outil, mais derrière, tu as énormément de choses qui gravitent autour, tu as énormément de choses qui l'impactent directement et Ouais, c'est pas une finalité en soi. Enfin, j'imagine que ça peut être sur certains projets qui vont être très, très techniques, tu vois? Mais, je pense que dans la majorité des projets, effectivement, c'est un élément parmi tant d'autres, quoi. mais même dans les projets techniques, j'imagine, tu peux faire fonctionner, tu vois, comme ça, genre, j'imagine, enfin, Sentry, tu connais, j'imagine. Mmh. Ouais. Tu vois, typiquement, leur cible, c'est, bon, du coup, c'est des équipes tech, hein, mais ça reste de la tech. Et pourtant, ils sont hyper présents sur les conférences, sur les Mmh. podcasts, etc. Et Mmh. du coup, Ouais. c'est leur manière d'avoir une communauté, entre guillemets, en tout cas d'avoir une image de marque, c'est de financer aussi des trucs pour la communauté de dev. Donc en fait, j'imagine que quel que soit ton produit et tout, tu peux rayonner. En fait, t'as plein de trucs à construire, quoi. Ouais, tu raison, ouais. C'est vrai que je pensais plus en fait typiquement, bon j'ai Angular en tête parce que du coup c'est un framework, du coup les gens qui vont travailler dessus c'est très technique, tu vois? Enfin, Mm. tu pas je pense cet aspect, les features ça va vraiment être tourné sur, plutôt sur la développeur expérience, des choses comme ça, mais pas forcément sur des choses que tu vas utiliser sur une interface. Mais effectivement, tu as quand même tout ce qui va graviter autour, que tu fasses un framework ou un produit.
même si c'est très technique, pour le communiquer, pour le faire adopter par les personnes, créer du contenu qui va autour. Ouais. Donc en fait, ouais, tu as raison, même quand c'est pas quand c'est très technique ou pas, tu as quand même des problématiques qu'on va retrouver sur beaucoup de projets, quoi. Et c'est là que après, tu vois, ça veut pas dire que le code est insignifiant ou pas Ah oui, important ou bien quoi, tu sûr, vois. ouais. Mais ça reste, en fait, tu sais, genre construire je sais pas ce que c'est, du coup, un business ou un projet, etc. En fait, t'as le code, c'est ça, et puis t'as toutes les autres verticalités, enfin, toutes les autres tranches qui sont à Ouais, côté, en c'est ça. fait. Et c'est hyper important de pas se dire, je sais coder, donc je sais faire ça, tu vois. Mais en fait, il Ouais, reste c'est ça, tellement tout ouais. le reste, quoi. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. D'ailleurs, je crois que j'avais un échange avec quelqu'un sur une ancienne mission où on parlait un peu de ça. Et en fait, sur un projet quel qu'il soit, bah, des fois, c'est plus intéressant de pas forcément avoir que des experts, tu vois, sur ta verticale, mais plutôt d'avoir quelqu'un qui va aussi bah, savoir typiquement des étapes qui se passent avant et après, qui est peut-être un peu Mm. moins expert, mais qui aura une vision un peu plus globale pour pouvoir bah, s'interfacer tu vois, plus facilement avec les Ouais. autres profils au final. Et comme ça, tu peux vraiment avoir l'impact, une vision d'ensemble. Alors que si chaque personne est très experte, mais juste sur un point, bah, au final, tu vas perdre forcément des choses pour communiquer entre tes différentes parties. Et derrière, ça peut bah, complexifier les échanges. Et du coup, bah, j'imagine qu'à terme, ça peut aussi apporter moins de valeur ou t'apporter plus de complexité et Mm. enfin, complexifier ton projet, quoi. Ouais, et puis si t'es focus sur le code dans un truc comme ça, tu Mm. vas concevoir un code qui est euh, complètement inadapté aux problématiques que tu veux résoudre, parce que en gros, c'est le problème qui va devoir s'adapter au code plutôt que l'inverse, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs. Enfin, je sais pas si tu veux faire un truc de temps réel et mais en fait, c'est un polling avec un intervalle de X heures, bah, l'interface va être ultra décevante face à un besoin de métier qui est peut-être d'être ultra réactif, tu vois. Mhm. Donc ouais, en effet, c'est hyper important d'entendre les choses de l'utilisateur jusqu'à l'autre bout de la ligne, je pense, ouais. Ouais, carrément. Ouais. J'ai quand même l'impression que depuis le moment où vous avez commencé le développement et la conception de Géco-Social, du coup avec Célia, vous avez comme vu pas mal de contextes, de problématiques différentes. Tu vois maintenant, est-ce que tu aurais des conseils à donner, tu vois, que mettons au Antoine et à la Célia il y a quelques mois quand vous commencez à juste envisager ce produit avec vos différents apprentissages, je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais maintenant? Ouais, ouais, il y en a quelques-uns quand même. Typiquement, tu vois, on s'est vraiment mis à en parler, ouais, ça devait être début d'année ou fin d'année dernière. Et du coup, le produit existait, tu vois. Enfin, en gros, le logiciel existait, mais on le vendait pas, on s'en servait pour nous. Mmh. Et en fait, je pense que l'étape de montrer le produit, on aurait dû le faire dès le début. Et je sais que maintenant, quelle que soit la suite, soit pour ce projet-là, soit pour un autre, la première étape, ça sera mettre des screenshots sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est genre, moi je me souviens vraiment, genre, 23 heures, j'envoie mon post, je me réveillais le lendemain, t'as genre 50 likes avec plein de gens qui te disent, ouais, elle est clean l'interface, ah, pourquoi t'as imaginé ça comme ça et tout. Et genre, en une nuit, en un dodo, tu vois, c'était plus challengeant qu'un an où tu fais ton truc dans ton coin, tu vois. Et bon, il y a aussi le fait que quand tu montres quelque chose et que c'est apprécié, en vrai, c'est motif de ouf pour continuer pour la suite. Donc, ne pas hésiter à montrer les choses, ne pas attendre que ça soit parfait, évidemment. De toute façon, la perfection, à mon avis, tu peux pas l'atteindre. Mmh. Sur ce type de produit, tu auras toujours des usages inadaptés ou des contraintes techniques, etc. Tu pourras jamais avoir un truc 100% parfait. Mais je pense que c'est important de le montrer très régulièrement. En plus, ce que j'ai appris à force de communiquer dessus, c'est que quand on voit un post, c'est pas tous tes followers qui le voient. C'est une partie sélectionnée par LinkedIn. Donc même communiquer plusieurs fois sur la même chose, tu vas pas toucher les mêmes personnes. Donc en fait, il faut le montrer très souvent, recueillir tous les commentaires, savoir faire le tri, hyper important. Sinon, tu construis un Frankenstein derrière qui correspond à Madame Michu et PDG de Google, quoi. Et du coup, c'est hyper important ouais, ouais, d'être confronté à la vraie vie, au vrai monde, et de te faire taper sur les doigts de temps en temps par des gens euh, soit qui euh, soit qui savent ce qu'ils disent, soit qui savent pas ce qu'ils disent, parce que ça existe aussi. Et puis de faire évoluer ton produit avec ça, quoi. Ouais. Grosse erreur, enfin grosse erreur. On aurait dû le faire avant ça, tu vois, de montrer direct le truc.
Ouais, au final, c'est une erreur qui est utile parce que ça permet de progresser, c'est un apprentissage, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et puis, ouais, mais je pense que ça va me servir plus pour la suite. Et tu vois, genre, comment marchent les patterns du SaaS en général. Mmh. Euh, Il y a des trucs qu'on avait fait un peu naïvement. Alors, il se trouve que c'était pas trop loin de pas mal de choses, donc c'était facile à rattraper. Mais comment tu cloisonnes les données d'un workspace à l'autre, comment tu gères le paiement, comment tu, je sais pas, tu t'intègres avec Stripe, comment tu fais pour, ça c'est hyper important. Comment tu fais pour construire un produit quand tu dépends de manière critique à des plateformes externes. Ouais. C'est hyper dur, tu vois. Nous, on a intégré du coup avec du coup LinkedIn, Meta et X, et il y en a aucune des plateformes qui est parfaite. Elles sont toutes hyper instables. Mmh. Et du coup, ça influe de ouf ce que tu peux faire dans le produit et comment tu dois le faire. Et ça, je pense que je l'aurais intégré dès le début beaucoup plus dans les problématiques de l'app. Ne pas se fier en fait à tes partenaires et installer un max de monitoring parce qu'il Ouais. y a la documentation et puis il y a la réalité. Et tu vois, LinkedIn, il y a des erreurs 500 hyper régulièrement. Euh, Meta, c'est pareil. Là, genre il y a 3 jours, pendant 8 heures, on pouvait plus envoyer de reels sur Instagram. Et du coup, tu vois, les gens, ils passent par toi. Donc pour eux, c'est Ouais. toi qui marche pas, en fait. Ah oui, bien sûr, bah, ouais. Et du coup, tu es obligé d'avoir une espèce de com. Tu vois, les gens que ça marche pas et tout, tu leur dis, désolé, j'investis, que je vous tiens au courant. Il me semble que ça vient de chez Meta. T'es obligé de, ouais, t'es obligé d'être hyper transparent quand tu utilises des services externes, en fait. C'est ça la leçon. OK. Bah, c'est vrai que puisque tu peux rien faire, si tu passes par eux, au final, t'as pas trop le choix, mais c'est vrai que puisque du coup, tu sers un peu d'interface, je pense là autant si tu t'adresses à des profils un peu dans le dev, ils peuvent comprendre ça, mais Ouais, si c'est sur quelqu'un qui est totalement externe, c'est vrai que pour lui, il publie pas sur LinkedIn, Instagram ou autre, quoi. C'est juste qu'il utilise, Gecko et derrière, j'imagine ouais, que c'est beaucoup plus abstrait, tu vois, quand t'as pas connaissance de ces différentes problématiques, donc c'est vrai que c'est intéressant d'être transparent comme tu dis. ouais. Et après, le dernier, c'est que les utilisateurs aiment bien être contactés. Donc ne pas hésiter. Typiquement, alors, c'est la petite anecdote, tu vois, mais je pense qu'une de nos power users, Mmh je mh. pense qu'elle elle verra pas ton podcast parce qu'elle est secrétaire indépendante, elle a la cinquantaine, Mmh. et elle publie à fond sur Instagram et sur Facebook et aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Et je me souviens, il y a un soir, tu sais, elle avait accepté les cookies, donc je voyais sur Postog, je voyais qu'elle avait du mal à faire une action, à uploader des médias, tu vois, pour Instagram. Mmh. Et du coup, je lui dis voir Célia, je pense qu'on a une user qui est en galère et tout, c'est pas le profil habituel, comment on gère, quoi. Et à ce moment-là, on reçoit un mail, elle nous avait contacté, et il y avait son numéro de téléphone dans la signature. Du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, on va l'appeler, puis on verra, au pire, tu sais, à l'époque, je crois qu'elle était même pas encore en payant. Je lui dis, au pire, Mmh. bon, ben, on aura appris quelque chose, quoi. Et elle a trop kiffé être appelée au téléphone. Elle dit, c'est la première fois que j'utilise un service, je vois qu'il y a une galère et je fais un contact téléphonique. Et depuis maintenant, tu vois, elle nous suit activement sur LinkedIn, elle commente un peu notre activité, et puis elle nous envoie des retours comme ça. Et c'était elle qui arrivait pas à publier sur Instagram ses reels. Et elle m'a dit, ah, je me doutais que ça vient de Meta, pas de souci, vous en faites pas, je resterai plus tard, tu vois. Et par SMS. Et c'est trop bien, quoi. Bon, évidemment, tu peux pas le faire quand tu as 100 000 utilisateurs, mais pour quelques Ouais, c'est users que tu as identifiés, qui ont un profil atypique, je trouve ça assez sympa de faire ce genre de truc, quoi. ouais, carrément, ouais, ça apporte plein de valeur et tu as ce contact de proximité aussi, je pense des 2 côtés, ça va être super agréable d'être dans cette configuration, quoi, de pouvoir le faire. Ouais, et après ça scale pas quoi. Mais bon, tant Ouais, qu'on peut le faire, tant qu'on peut le faire, c'est avec plaisir quoi. ouais, faut profiter. Est-ce que, tu aimerais répondre peut-être à une dernière question que je t'ai pas posée, mais que tu aurais Vas-y. aimé que je te pose? Ah, donc c'est moi qui trouve la question. Ouais, est-ce qu'il y a une question comme ça ou que tu aurais aimé que je te pose, mais abordée ou Non, en vrai, je pense qu'on a fait un tour hyper large des choses, donc j'ai pas d'idée, non. Tu me prends. ah cool. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets. En tout cas, je te remercie pour cet échange. Est-ce que, peut-être qu'il y a des réseaux sur lesquels on pourrait te retrouver ou même le lien de Gécosocial? Ça, si jamais quelqu'un veut revenir vers toi,
Comment est-ce qu'ils pourraient te contacter? Et ben, on a donc nos comptes, nous, on fait principalement de la communication sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas. Mmh. Alors ma compagne, c'est Célia Poulet, comme un poulet. Et moi, c'est Antoine Chalifour, avec un four, le four et le poulet, nickel, tu vois. Donc on parle de tout ça sur LinkedIn, on essaie d'être hyper réactif. Il y a la page entreprise sur laquelle on publie, donc Gécosocial, sur laquelle on publie plus les news liées aux produits, product updates, un peu tout ce qui est officiel, mais donc ça arrive. Voilà. Les comptes perso, c'est plus dans l'instantané, etc. Les nouveautés qu'on est en train de faire, etc. Page entreprise, c'est un peu plus histoire d'avoir une présence, on va dire. Mmh. Donc là-dessus. Et puis après, vous pouvez faire un tour sur le site. Donc c'est Geco Social, Geco, donc c'est Gecko social comme social point app parce que les autres étaient déjà pris. Donc vous trouverez le site et on a un petit outil gratos joli public qu'on a fait qui permet aussi de se projeter sur à quoi va ressembler un post et avec des petits trucs sympas pour la mise en page, comment faire du gras sans faire des copier-coller de piliers texte, etc. Donc voilà, c'est tout là où on peut nous trouver quoi. Cool. De toute façon, je mettrai tous les liens en description, comme ça, bah, on pourra facilement vous retrouver et même, essayer, Gécosocial. Encore une fois, je sais que, je vous recommande quand même de jeter un œil si jamais vous créez du contenu parce que moi je m'en sers depuis, je crois que c'est plusieurs mois maintenant et enfin je trouve ça super, je sais pas, c'est super facile à utiliser, c'est super clair et franchement je prends plaisir à m'en servir donc franchement je Merci vous Arthur. encourage à y jeter un coup d'œil si vous créez du contenu. Je pense que ça peut être intéressant à utiliser. Ben, Donc merci ouais, beaucoup Arthur pour ce retour, ça nous fait très très plaisir. ouais, Antoine, je te remercie pour cet échange. Je pense que j'ai appris même plein de choses par rapport à la construction du SaaS et par rapport aux expériences que tu as rencontrées donc merci beaucoup et salut tout le monde. Merci pour l'invitation Arthur. Et ciao.